Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Bruno Retailleau. Bonjour Bruno Bonjour. Retailleau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous présidez le Conseil régional des Pays de la Loire depuis décembre 2015. Vous présidez également au Sénat le groupe Les Républicains et vous êtes l'un des principaux soutiens de François Fillon dans la primaire de la droite qui va voir donc son premier tour dimanche prochain. Par le passé, je le rappelle, vous avez été très proche de Philippe de Villiers. Vous avez adhéré à l'UMP en février 2012. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Bernard Gors pour La Croix, Bonjour. par Alain Baron pour Radio Notre-Dame Bonjour. et par Romain Mazneau pour RCF. Bonjour. C'est Bernard Gors qui vous pose la première question. C'est désormais officiel. Emmanuel Macron est candidat à la présidentielle. Alors, Monsieur Retailleau, je voulais avoir votre analyse de ce qui se passe là. Est-ce que derrière cette candidature Macron, c'est pas aussi la remise en cause du système droite-gauche qui, d'une certaine façon, effectivement, paraît ne plus correspondre aux vraies attentes de la société? Il y aurait quelque chose d'artificiel dans ce clivage qui ne correspondrait plus aux vraies préoccupations des Français. Bruno Retailleau. Pour moi, la candidature d'Emmanuel Macron, c'est une sorte de double meurtre. Le meurtre du père, François Hollande, mais en même temps, quelque part, le meurtre de la gauche. Voilà. Et c'est en même temps, et c'est pour ça, je pense que tant d'hommes et de femmes de gauche le haïssent, c'est qu'il révèle un peu Macron leur surmoi. Pour moi, Macron, c'est l'aboutissement idéologique de Terra Nova. Libéral, libertaire. Terra Nova, oui. Libéral, libertaire. C'est exactement ce que la gauche, aujourd'hui, qui a cessé de penser, est devenue. On le voit à longueur de texte. La République n'est plus qu'une machine à distribuer des droits. On ne parle surtout plus de devoirs et on essaie de pousser toujours plus loin une forme d'émancipation radicale de l'individu, d'émancipation de tous ces cadres historiques, anthropologiques, sociologiques. Voilà. C'est Emmanuel Macron qui appartient finalement à ce temps, à cette mode. Finalement, être à la mode, c'est avoir, comme le disait Gustave Thibon, le destin d'une feuille morte. Donc d'abord, il est, si j'ose dire, sur cette lignée-là, mais vous avez raison, il essaie de sortir du système. Et en cela, il est finalement l'autre polarité de Marine Le Pen. Voilà, ils se réclament tous les deux du ni droite ni gauche. Marine Le Pen a présenté cette rose bleue comme la droite oui. Et rose comme la gauche. Et en réalité, ils sont tous les deux, ils s'inscrivent dans un temps avec, évidemment, ils sont sur des positions symétriques. Mais si vous voulez que je vous dise ma pensée profonde, c'est que réfuter le clivage droite-gauche, c'est vouloir sortir de la politique. Les Grecs ont inventé la démocratie et la politique pour régler la violence dans l'espace public. Nier ce clivage droite-gauche, c'est finalement nier la politique, qui est chargée de régler les différends. Et regardez en Autriche. L'ancienne politique ou nier la politique? Non, c'est pour moi très contemporain. Oui. Vouloir, justement, c'est toujours pareil, c'est l'individualisme qu'on pousse au bout du bout. Tout ce que l'on donne à l'individu, on le retire aux citoyens. Il n'y a plus de peuple, il n'y a qu'une juxtaposition de monades, c'est-à-dire d'individus, voilà, et ils sont très caractéristiques de ce temps-là. Et en plus, le clivage, vous l'effacez, il revient au galop. Regardez en Autriche, quand vous effacez le clivage et que droite et gauche sont main dans la main, qu'est-ce qui gagne? C'est l'extrême droite. Alors, on comprend que ce soit la stratégie de Marine Le Pen, mais je pense qu'Emmanuel Macron n'aura pas de vraie consistance politique. Il peut capter un électorat que jadis Bayrou a pu capter, mais je ne pense pas que ça aille au-delà. Mais il est, en quelque sorte, le fruit d'une évolution idéologique de la gauche poussée, si j'ose dire, à son extrême. Bernard Gors. Oui, mais est-ce que pour accéder au pouvoir, le système aujourd'hui français n'oblige pas les candidats à surjouer à gauche pour les uns, à droite pour les autres, et après à faire finalement une politique du centre, ce qui fait qu'on voit bien que ça ne correspond plus aujourd'hui aux vraies préoccupations des Français. Oui, vous avez absolument raison. Et qu'est-ce qu'on observe depuis 30 ans? On observe depuis 30 ans que droite et gauche, finalement, ont agi par demi... Alors, la gauche, pire, mais en tout cas, la droite, quand elle était au pouvoir, elle a fait de la sous-enchère aux idées de gauche. Je voudrais simplement rappeler que les 35 heures ont été introduites avant par une idée qu'il fallait partager le temps de travail, les accords et les textes de monsieur d'Européens. Voilà. Et on voit bien que depuis 30 ans, les Français ne veulent plus de ces demi-mesures. Aucune majorité ne s'est succédée à elle-même. Donc il faut maintenant une réforme et des réformes franches, nettes, claires. C'est pour ça d'ailleurs que je soutiens François Fillon, parce qu'il a le programme le plus net, le plus clair. Alors on va y venir. Romain Mazneau, RCF. Est-ce que le moment choisi par
par Emmanuel Macron pour annoncer sa candidature quelques jours avant la primaire de la droite. Est-ce que ce n'est pas de nature à démobiliser l'électorat plutôt centriste d'Alain Juppé et peut-être à favoriser François Fillon? Bruno Retailleau. Ça ne peut pas être mauvais pour François Fillon, parce qu'effectivement, ce n'est pas sur cet électorat qu'il mord, vous avez raison. Maintenant, le fait en même temps de vouloir jouer sur la primaire, on voit bien qu'Emmanuel Macron a un sens très aigu. Et pourtant, c'est une personnalité que j'estime. J'ai une relation avec lui qui est tout à fait apaisée et il nous arrive d'échanger. Mais j'estime qu'il est quand même dans la communication beaucoup. C'est en cela qu'il est quand même profondément de ce temps que les Français commencent à réfuter un petit peu. Je pense qu'ils veulent autre chose maintenant. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, revenons à la primaire. Sur les 7 candidats, il y en a 6 qui ont participé à des gouvernements de droite depuis 20 ans. Oui. Notamment votre champion, qui a été Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. Ce n'est pas un handicap ça, parce qu'il y a à la fois l'expérience, mais en même temps... Non, Est-ce que ce n'est pas le sparadrap du capitaine Haddock pour François Fillon? Non, mais Bruno François Retailleau. Fillon a servi loyalement. Il était Premier ministre. C'est ce qu'il Nicolas nous a dit Sarkozy lorsqu'il était l'avait à votre traité de place. collaborateur. Donc, c'était pas lui le patron, c'était Nicolas Sarkozy. Donc Il a c'est été- l'excuse de loyauté, c'est ça? Oui. La loyauté n'est jamais une excuse. Et quand on connaît une crise aussi grave, c'était la crise la plus grave depuis 1929, que Nicolas Sarkozy et François Fillon ont dû affronter, on n'a pas le droit de penser à soi. On pense d'abord Ils à la pouvaient pas France déserter. et on ne quitte pas le navire. On reste en place. Ce que n'a pas fait d'ailleurs, je l'observe, Emmanuel Macron. Voilà, donc non, moi je vais vous dire, il y a aussi de ce quinquennat, on a bien vu, les débuts du quinquennat ont été désastreux. François Hollande n'avait jamais été ministre et Jean-Marc Ayrault n'avait jamais été ministre. On avait eu un président de la République et un Premier ministre, les deux en même temps en plus. Et je crois que dans la vie, l'expérience est quelque chose qui compte. Voilà. Je sais bien qu'aujourd'hui, tout doit être nouveau, mais il y a un moment donné, cette espèce de sagesse qu'on apprend avec ses erreurs, c'est quelque chose qui compte. Dans nos expériences, dans nos existences humaines, on sait que grâce à cette expérience, grâce aux erreurs, aux échecs et parfois aussi quand même au succès, eh bien, on se prépare. Et je pense que de ce point de vue-là, François Fillon, il est prêt. Il est prêt et ça se sent d'ailleurs, ça s'est senti dans les débats. Il n'y a pas besoin de grandes déclarations, mais c'est un homme d'État. Il est solide. Voilà, il est solide. Il a tiré la conséquence de ses échecs. C'est la façon que les hommes et les femmes dans ce monde ont comme méthode pour avancer. Bernard Gorce, La Croix. Vous avez employé tout à l'heure le mot de rupture. Et de fait, François Fillon insiste beaucoup sur un changement radical. Est-ce que vous n'êtes pas en décalage avec une partie de l'opinion, y compris de la droite, de l'électorat de droite, qui aujourd'hui demande un peu de protection, alors que vous prenez une réforme très libérale, avec remise en cause du temps de travail, à nouveau une réforme des retraites. Il va falloir protéger quand même ces gens qui ont peur aujourd'hui. Bruno Retailleau. Qu'est-ce que c'est la protection? La protection, c'est de faire en sorte qu'on puisse vaincre ce qui est le cancer de la société française, le chômage de masse. Nous avons eu, il y a quelques heures, le résultat de l'INSEE sur le dernier trimestre. Nous sommes à 10%, le chômage a encore augmenté. Bien. Ce que propose François Fillon, ce n'est pas du tout l'ultralibéralisme. Je pense, moi, qu'on est même dans un moment un peu gaullien. Quand Général de Gaulle arrive en 58, la France, il y a le terrorisme lié à la décolonisation et il y a un effondrement total de l'économie. Il va demander à Jacques Rueff de faire un plan pour relever l'économie. Attendez, si Jacques Rueff, toute chose égale par ailleurs, vous transposiez ce qu'il a proposé au général de Gaulle en 58, mais vous le traiteriez d'ultra-libéral sur la liberté des prix, etc. À l'époque, c'était révolutionnaire. Et on a redressé la Le monde France. était plus stable. Ce que propose, je voudrais simplement dire à vos téléspectateurs qu'ils n'oublient pas que la France est, après la Finlande en Europe, le pays où la dépense publique est la plus importante. On ne peut plus vivre par l'endettement avec cette dépense publique. On est l'un des pays au monde les plus fiscalisés. Alors, je suis désolé, mais quand tu as un candidat comme François Fillon qui dit, écoutez, on va apporter un peu de liberté au pays, parce qu'il faut faire confiance aux agriculteurs, aux artisans, aux entrepreneurs, aux salariés, aux Français, ce n'est pas de l'ultralibéralisme. Revenir à un niveau de dépenses publiques qui est à peu près à 56-57% du PIB, pour essayer de revenir aux alentours de 51-52, ça nous laissera des marges. Non, c'est l'inverse, je vais vous dire. Et c'est ma conviction, je suis parlementaire. On arrive au bout du bout. Le modèle social français explosera si on ne le réforme pas. Ce que propose François Fillon, c'est justement de réinventer ce modèle qui doit assurer des filets de protection, mais sans assistanat. Vous savez, la France, c'est ce superbe pays que j'aime, c'est ma patrie, mais c'est 1% de population,
c'est moins de 4% de la production par rapport à la production mondiale, et c'est 14% des dépenses sociales mondiales. Oui, mais Si on ne se réforme filet- pas, on va dans le mur. Quel filet de protection quand vous dites Bernard Gorce. dégressivité des allocations chômage au bout de 6 mois? Là aussi, c'est Mais c'est ce que François Fillon font- qui va le plus loin sur ce C'est sur ce ces que questions-là, oui. font, c'est ce que font les plus grands pays européens, y compris nordiques, y compris allemands. Voilà, parce qu'il doit y avoir une incitation au travail. Mais vous avez vu le rapport du Secours catholique, il y a des tas de gens qui sont pauvres et qui ne demandent pas leurs allocations et qui n'ont plus de ressources. Il y a vraiment des vrais pauvres en France. Je vous par centaines de signale milliers. d'ailleurs Bruno que Retailleau. François est un des seuls Mhm. à avoir, mais ça évidemment dans le bruit médiatique, c'est passé complètement inaperçu, à s'être engagé pour un plan contre la grande pauvreté, tout simplement parce que c'est quelqu'un de très pudique. Ah, c'est un peu son problème. Aujourd'hui, on vit une époque qui est une époque exhibitionniste. Bon, qu'est-ce que je vous dise? Et il tient ça parce que ses parents se sont beaucoup engagés. Il explique dans son livre auprès d'Emmaüs, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Mais je pense qu'on peut tenir les deux bouts. Vous savez, les Français, il y a Réduire plein la de dépense Français, publique. il y a plein de Français qui en ont marre. Des Français qui bossent et qui voient qu'il y a des gens, vous ne pouvez pas le nier, qui profitent du système. Eh bien, Pas tant que ça quand même, Bruno Retailleau. mais il y en a. Oui. Mais il y en a. Mhm. J'étais président du département. Oui. Il m'est arrivé de suspendre le RSA Mhm. quand je voyais qu'il y avait de la fraude. Mhm. Parce que si je ne fais pas ça, ça nuit à tous ceux qui touchent le RSA et qui ont légitimement besoin du RSA. Et on sait qu'en France, on est le pays, si j'ose dire, qui, de ce point de vue-là, prodigue le plus de largesse. Le problème, c'est qu'on a un endettement qui va bientôt être à 100% de la richesse nationale. Et si On les ne taux peut d'intérêt plus se remontent. permettre ça. Et c'est en train de miner la belle idée de solidarité nationale. Romain Mazno, RCF. Est-ce que François Hollande peut encore être candidat? Est-ce qu'il peut se soumettre à l'exercice d'une primaire? Est-ce que ce ne serait pas un aveu d'échec terrible pour lui? Bruno Retailleau. Non, je ne crois plus. Je ne crois plus depuis À une des semaines et des candidature. semaines à la candidature de François Hollande. Ce Voilà. serait Manuel Valls plutôt? C'est un échec, c'est l'échec complet, c'est un échec économique. Je vous citais les chiffres du chômage, c'est un échec politique. C'est grâce à lui que Marine Le Pen est à peu près à 30%. Échec politique, il a fragmenté toute la gauche. Échec diplomatique, on y reviendra parce qu'on n'a plus de ligne diplomatique traditionnelle un peu indépendante entre la Russie et les États-Unis. Non, je ne crois pas, moi, à la candidature de François Vous Hollande. ne pensez pas que ce sera plus fort que lui? Si il va, oui, je ne sais pas, mais en tout cas, s'il va aux primaires, il y a de fortes chances qu'il soit battu. Et voilà. Bon, après, évidemment, Le risque de dans l'humiliation ce est genre, réel. dans ce genre, tout n'est pas rationnel, heureusement d'ailleurs. Donc, la décision savons ultime lui appartient. Mais malheureusement, ce que je dois constater, ça me fait pas du tout plaisir d'ailleurs, parce que d'abord, je veux pas tirer sur l'ambulance. Ensuite, c'est le président de la République, et je suis attaché aux institutions de la Ve République. Mais franchement, entre le scooter et le divan où on déblatère sur les uns et les autres devant des journalistes, tout en d'ailleurs, froissant le principe de secret défense, c'est dur à avaler fait quand beaucoup même, de même choses. pour ceux qui sont attachés aux institutions de la 5e. Surtout, je devrais dire, pour ceux qui sont attachés à nos institutions. Alain Baron, Radio Notre-Dame. François Bayrou a essayé de peser sur les primaires en affichant un soutien quand même très appuyé à Alain Juppé. Ça vous choque ou... Moi, je pense que François Bayrou a fait une erreur et même une faute en votant François Hollande en 2012. Les choses, voilà. Mon positionnement politique, vous le connaissez, il n'a jamais été ambigu. Donc, de ce côté-là, je pense que les choses soient claires. Simplement, deux choses. D'abord, la politique, c'est pas des soustractions. La politique, c'est des additions. Il faut rassembler. Il faut rassembler à un moment donné. Et c'est ce qu'a voulu faire Alain Juppé. Oui, non, mais c'est pour ça que je ne donne pas tort à Alain Juppé. Et je n'oublie pas que je suis président de région. J'ai été le premier président de région à proposer une alliance très large du centre au MoDem, bien sûr avec les LR comme parti central, et ça nous a bien réussi. Et j'ai avec moi, dans ma majorité, des conseillers régionaux qui sont MoDem, et je n'ai pas de problème, et ça fonctionne. Donc il faut savoir si on veut battre la gauche, battre le Front National, ou pas. Est-ce qu'on reste dans Mais ça, c'est le discours d'Alain Juppé, Bruno Retailleau. Mais peu importe, je ne me situe pas par rapport à Alain Juppé ou par rapport à un autre. Mon candidat, vous l'aurez compris, c'est François Fillon. Mais j'ai un certain nombre de convictions. J'essaie simplement aussi d'être logique avec ce que je fais, ce que je dis. Je ne peux pas d'un côté avoir fait une alliance avec le centre, gouverner le Sénat, avec mon ami François Zocchetto, qui est le patron
des sénateurs centristes, et ça marche bien. Mhm. Et vous savez, on a eu des choses, et on a fait des réformes, on a voté des réformes qui n'ont pas été retenues par la gauche, mais je pourrais vous en citer plusieurs qui sont très audacieuses. On a proposé des tricotages et 35 heures, les jours de carence pour la fonction publique. Le centre l'a voté Donc avec ça moi fonctionne au avec le Sénat. centre. Donc ça fonctionne. Donc Mhm. qu'est-ce que, si j'allais dire l'inverse que ce que je fais au Sénat Oui. et à la région des Pays de la Loire, D'accord. j'aurais l'air de quoi? Les gens veulent plus ça. Ils Vous aiment auriez les gens. préféré que Bayrou aille avec vous, aille avec François Fillon. Ah, ça, je ne peux pas vous Voilà. dire. Non, mais il n'y a pas de On va pas contact réinventer particulier. Mais je pense qu'en réalité, je pense moi qu'il a fait une faute. Il a Mhm. joué contre son camp. C'est ça. il a joué contre Mais, son- mais il était dans cette époque un peu macronienne, là encore, Mhm. c'était ni droite ni gauche. Mais où ça mène tout ça? Où ça mène? Très bien, nous allons marquer une première pause. Nous avons encore beaucoup de questions à vous poser. Notre invité, donc Bruno Retailleau, soutien de François Fillon, président du Conseil régional des Pays de la Loire. Vous restez avec nous, nous allons marquer une première pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Bruno Retailleau, président du Conseil régional des Pays de la Loire et soutien de François Fillon. Il est interrogé par Bernard Gors pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazneau pour RCF. C'est Alain Baron pour Radio Notre-Dame, j'ai bien dit Alain Baron, qui pose la première question. Oui, Monsieur Retailleau, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui va se passer à Notre-Dame-des-Landes? Parce qu'on a du mal à suivre et le gouvernement est divisé, semble bien divisé là-dessus. Est-ce que Je vous, en rappelle tant que que vous président de présidez région, le Conseil régional des Voilà. Pays de la Loire, donc vous êtes concerné par ce projet d'extension et de vous- l'aéroport. je crois que vous le soutenez. Bruno Retailleau. Absolument. Oui, parce que c'est un aéroport qui doit concerner le Grand Ouest, la Bretagne. Je suis aux côtés de Jean-Yves Le Drian sur ce plan-là et les Pays de la Loire. Je voudrais simplement vous dire que s'il suffisait de rajouter une centaine de mètres à la piste actuelle de Nantes Atlantique pour faire face à l'augmentation de trafic, on le ferait tout de suite. Et je prendrais même le volant du bulldozer moi-même. Qu'est-ce qui se passe? On est sur une plateforme aéroportuaire actuellement, sur un aéroport qui connaît la plus forte augmentation de trafic par rapport aux plateformes régionales européennes. Pour vous donner une idée, je pense que ça permettra d'éclairer vos téléspectateurs, parce que plus personne n'y comprend rien. En 2011, il y avait 6 jours de saturation. 4 ans après, ce ne sont pas 6 jours, c'est 135 jours de saturation et 250 vols annulés. Donc l'Ouest, qui est au bout de l'Europe, doit avoir la possibilité, pour son développement économique qui est soutenu, voilà, de se connecter notamment aux autres pays. Et pour ça, il Et faut un pour nouvel ça, aéroport. il faut, voilà. Et il n'y a pas d'autre moyen. Et vous savez, les tribunaux l'ont dit, on a 178, vous m'écoutez, 178 décisions de justice qui vont toutes dans le même sens. C'est ce que dit Manuel Valls. Et c'est ce que dit Manuel Valls. Mhm. Et maintenant, on a un référendum, consultation publique, c'est pas moi qui l'ai demandé, c'est le président de la République, avec un verdict clair et net et avec une forte participation. C'était le premier week-end où il faisait beau, parce qu'on a eu un printemps un peu pourri, On s'en et les gens souvient. sont restés, et les gens massivement ont voté, et ils ont dit oui. Donc si jamais, le président de la République, si ça visait de changer d'avis, ce serait une claque pour le peuple, et en même temps pour l'état de droit. Mais regardez, vous posiez votre question. On voit bien, il y a Ségolène Royal qui ne veut pas le faire, et Manuel Valls qui est sur une ligne qui est la mienne en même temps. Mais pourquoi est-ce que Ségolène Royal bénéficie-t-elle dans ce gouvernement d'une situation à part? Est-ce qu'on est toujours dans la République française? Qu'est-ce que ça veut dire? Et là encore, c'est la cacophonie et c'est l'autorité de l'État qui est blessée. Et je voudrais vous dire, pour terminer, ce qui se passe sur la ZAD, Alors, c'est inadmissible. Il faut l'évacuer. Mais bien sûr qu'il faut évacuer la ZAD. C'est inadmissible. Vous avez des journalistes qui sont molestés, vous avez des scientifiques, vous avez une brigade de gendarmerie qui a été attaquée, vous avez une voiture de gendarmerie qui a été brûlée, des dizaines et des dizaines d'exactions, une route départementale qui est privatisée, les gens qui sont obligés de faire des kilomètres pour contourner, ça coûte cher, perte de temps en même temps, saccage du centre-ville, voilà. Et on ne ferait rien parce qu'il y a une enclave de non-droit qui est une insulte aux lois de la République. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a besoin d'aéroports pour l'avenir, pour pouvoir nous développer, et il faut que, justement, la République ne recule pas dans ce qui est une zone de non-droit Même au qu'on prix appelle... de risques d'affrontement comme on a connu à Sivins, puisque c'est toujours de ça Bien qu'on sûr, parle. mais Bruno doit-on Retailleau. céder au chantage? Mhm. Au chantage et à la violence? Parce que, justement, dans une démocratie, qu'est-ce qui règle les conflits pour éviter la violence? Ce sont les tribunaux. C'est pour ça que la justice et les tribunaux ont été inventés. Mais si on réfute
la décision des tribunaux. On s'inscrit dans cette violence. Et tous ceux et celles, je vois les écolos qui soutiennent les zadistes, ils porteront une énorme responsabilité en cas de violence. Ce n'est pas les policiers, ce n'est pas les tribunaux qui sont à l'origine de la violence. C'est ceux qui ne veulent pas respecter les décisions de justice. Bernard Gorce-Lacroix. Oui, il y a actuellement un mouvement policier qui révèle un certain malaise dans la police. Est-ce que, comme le dit la gauche, la droite est aussi responsable de ça en ayant supprimé des postes dans la police quand elle était au pouvoir? Et que ferez-vous si vous revenez au pouvoir? Bruno Retailleau. Il y a sans doute, vous avez raison de le dire, une question de moyens. Sans doute. Mais il n'y a pas qu'une question de moyens. Je pense que pour connaître un certain nombre de policiers, je pense que cette espèce de lassitude, de fatigue, c'est à la fois parce qu'ils ont quand même beaucoup donné depuis les attentats. Bon. Donc quand on a des syndicats qui les insultent, quand on a un certain nombre de mouvements qui font des policiers les bêtes noires, ils se sentent remis en cause. Mais surtout, où ils n'en peuvent plus, c'est de voir que la réponse pénale est trop faible. Et là, on est encore, même si Jean-Jacques Urvoas est autre chose que Mme Taubira, mais on est dans la politique de l'excuse, dans un désarmement pénal que François Hollande a voulu avec Christiane Taubira et qui, je dois dire, fatigue et insupporte les policiers parce qu'ils font le travail et ensuite ils voient que la chaîne pénale ne répond pas. Est-ce que ça suffirait, remplir les prisons? Supposons que vous construisiez des dizaines de milliers de places de prison. Est-ce que ça suffirait à répondre à ce malaise des policiers? Je pense en tout cas que les policiers veulent que leur action soit efficace. Et cette action-là, elle est ruinée quand on exonère un certain nombre de délinquants. Vous savez, on a supprimé un certain nombre de peines planchées, etc. Vous savez quand même que moins de 5% des délinquants sont responsables de 50% des actes de délinquance. Donc on voit bien que tout ça est très concentré. Il faut être implacable, bien sûr, et il faut construire des prisons. Madame Taubira a fait l'inverse, et dans un certain nombre de juridictions, les juges n'avaient d'autre choix que d'adapter, comme de l'hôtellerie. Il n'y avait pas assez de place, bon, donc on trouvait d'autres moyens. C'était la contrainte pénale, etc. On a tout fait, finalement, pour que cette culture-là, qui est une culture de l'excuse, qui est une culture finalement qui méconnaît, qui rabaisse la victime, eh bien, je crois qu'on arrive au bout du bout et il faudra changer de politique, évidemment, bien sûr. C'est là qu'est la clé. Romain Masdon, RCF. Le Conseil d'État a rendu une décision assez subtile sur les crèches de Noël dans l'espace public, en disant qu'il ne fallait pas de crèches dans les bâtiments publics, sauf circonstances particulières. Qu'en est-il chez vous, au Conseil régional des Pays de la Loire? Vous avez été en pointe sur ce dossier, Bruno Retailleau. J'en suis même à l'origine, puisque à l'époque, j'étais président du Conseil départemental de la Vendée, et nous installions, et j'avais installé une crèche qui accueillait dans le hall, qui accueillait les gens, une très très belle crèche, etc. Donc j'avais perdu en première instance et j'avais gagné en cour administrative d'appel. Et il y a eu, les libres penseurs sont allés jusqu'au Conseil d'État. Moi, je vais vous donner mon sentiment sur cette décision. Je trouve que c'est le chemin de la laïcité à la française. Voilà. Parce que ça permet de ne pas faire n'importe quoi. Brandir la crèche, instrumentaliser la crèche, certainement pas. Mais en même temps, la crèche est devenue un symbole qui n'est pas seulement cultuel, de l'ordre religieux. C'est depuis très très longtemps devenu un symbole qui est de l'ordre civilisationnel, qui est de l'ordre culturel. Et moi, je suis heureux. Il y aura à nouveau dans le département une crèche au Conseil général départemental de la Vendée pour Noël, bien sûr. J'installerai, moi, puisque la région, notre lieu symbolique où on reçoit du monde, c'est l'abbaye royale de Fontevraud. Il y aura une crèche. On essaie de trouver une crèche qui pourrait peut-être illustrer l'Irak, voilà, en tout cas les chrétiens d'Orient, pour envoyer aussi ce signal-là. Mais je pense que le Conseil d'État, à travers cette casuistique qui est un peu subtile, mais est parvenu à trouver un chemin d'une laïcité respectueuse de nos racines qui sont, je le rappelle, des racines chrétiennes. Parce que si demain, je vous le dis solennellement, si demain, quelqu'un s'avisait, à force de laïcisme et d'intégrisme laïque, à vider tout l'espace public de tout ce qui nous permet de nous retrouver à travers une civilisation, eh bien, si on fait le vide, il y a un tout qui tente de le remplacer. Ce tout, c'est le totalitarisme islamique, qui prospère. Vous savez, la sœur Danielle, qui a rescapé de l'église à Saint-Étienne du Vouvray, a eu cette phrase, vous savez, dans des esprits vides, on peut y faire entrer n'importe quoi. Eh bien, nous, depuis des dizaines d'années,
en France et en Occident, on essaie de faire le vide. On essaie de faire la France un vaste terrain vague de la mondialisation. Eh bien, Qui est responsable? Romain Masneau. je pense que c'est à l'origine, c'est la pensée 68 art, c'est une pensée qui s'enracine à gauche, très clairement. Voilà, avec cette, je le disais tout à l'heure en parlant d'Emmanuel Macron, avec cette idée d'une émancipation radicale de l'individu, de tous ces cadres. Les cadres anthropologiques, il y a eu le mariage pour tous, les cadres culturels, historiques, etc. Évidemment. Et dans ce vide, donc, vous craignez... Et dans ce vide, tout peut y rentrer. Mhm. Évidemment. Et je pense que la radicalisation de ces jeunes musulmans répond au nihilisme, qui est une grande fatigue de l'engagement occidental. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, parmi les idées avancées pour réduire les effectifs des services publics et pour réduire la dépense publique en général, on parle beaucoup de s'en prendre aux effectifs de la fonction publique territoriale. Vous avez été un élu local, vous l'êtes toujours. Comment fait-on? Moi, quand je suis arrivé, quand j'ai été élu au Conseil régional des Pays de la Loire, j'ai constaté que mes collaborateurs n'étaient pas aux 35 heures. Voilà. C'est-à-dire, ils étaient à 38 ou à 32? Ah non, ils étaient à moins que 35 heures, évidemment. Bon. Okay. Et j'ai proposé, parce que je pense qu'il faut que la fonction publique d'État, hospitalière ou locale soit vraiment irréprochable, ils l'ont fait sans aucune grève. Donc je voudrais vraiment saluer et dire à nos téléspectateurs. Oui, absolument. Et donc ils ont perdu des jours de RTT, par exemple, et il n'y a pas eu de grève. Donc je crois que là, c'est un premier point. Ensuite, moi, ce que je propose, c'est que les subventions que l'État donne, eh bien, on les donne en fonction des comportements et de la gestion vertueuse ou pas. Les collectivités qui ne sont pas capables de restreindre, de serrer la ceinture, alors que les Français le font, les collectivités qui embauchent trop, les collectivités qui ont un train de vie important, eh bien, c'est là qu'il faut taper. Alors, qui va juger? Qui va évaluer ça? Ça, c'est très facile. Oui. Ça, c'est très facile. J'ai été président de département, région. Il y a des indicateurs qui ne trompent pas. Il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des situations. Mais on peut parfaitement avoir un système qui soit un système qui mesure l'effort que fait une collectivité. Moi, c'est des dizaines de millions d'euros que je dois faire en économie sur le train de vie. J'ai commencé à le faire dès le premier budget. Je vais encore l'amplifier pour le deuxième budget. Mais je ne vois pas pourquoi certains le font et que d'autres ne le feraient pas. Donc, il faut lier. Si demain, on veut effectivement avoir des comportements plus économes, eh bien, il faut toucher les collectivités au porte-monnaie. Bernard Gors-Lacroix. Je vais vous proposer deux mesures pour réduire, réaliser des économies qui sont dans le projet François Fillon, si je ne me trompe pas. Réduire le nombre de parlementaires. Deuxièmement, fusion des régions et des départements. Est-ce que vous êtes favorable et comment Oui, alors François Fillon propose en plus de porter le temps de travail dans la fonction publique, dans les trois fonctions publiques, hospitalière, État et collectivité, à 39 heures, ce qui permet de restreindre le nombre d'agents publics, et ce qui permet à la fois de faire des économies et en même temps de mobiliser cette force et où on y trouve des gens qui sont vraiment attachés au service public. Votre question sur le nombre de parlementaires. Sur le nombre de parlementaires. Y a-t-il trop de parlementaires aujourd'hui? C'est un serpent de mer de la vie politique française. C'est un serpent de mer. C'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes. Moi, ça me pose aucun souci. On peut baisser le nombre des députés, le nombre des sénateurs. Y compris le nombre des sénateurs. Y compris le nombre des sénateurs, absolument. Ce que je veux simplement, c'est que dans des territoires qui sont pauvres en démographie, on ne les oublie pas. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas demain qu'il n'y ait que des sénateurs pour les grandes villes et que tous les territoires, vous savez, de la France périphérique. Je voudrais simplement rappeler à nos amis qui, de temps en temps, font tourner leurs ordinateurs, que dans la vie, il n'y a pas que des ordinateurs et qu'au-delà du périphérique, il y a encore une France. Bon. Donc ça, c'est quand même un premier point. Moi qui suis un rural. Et le deuxième point, je suis d'accord, je pense que le conseiller territorial est une bonne idée. Le conseiller territorial, c'est le conseiller territorial qui réunit en un seul homme ou en une seule femme, conseiller départemental et conseiller régional. Donc je réponds un double oui à votre question. Romain Masneau, merci à vous. Sur le mode de gouvernance, est-ce que François Fillon aura recours aux ordonnances, au référendum et sur quel sujet? Bruno Retailleau. Alors, il l'a dit. Il nous l'a dit ici, oui. Voilà. Donc, sur quel sujet? Moi, je pense que la Ve République nous offre une palette et donne à l'exécutif les moyens d'une politique. Moi, je pense que le plus important, c'est pas tellement référendum, la loi normale ou notamment les résolutions, les ordonnances, c'est d'abord d'aller très vite. Moi, je propose d'utiliser l'ensemble de ces instruments. La loi ordinaire, ensuite les ordonnances,
et le référendum, mais sur des sujets qui sont compatibles d'abord avec la Constitution, parce que j'observe qu'un certain nombre proposent des référendums sur des sujets Nicolas que Sarkozy, pour la le nommer. Constitution, il faut respecter quand même la Constitution. L'article 11. Cette constance, y compris cette constance institutionnelle, elle est importante. Je crois que la France parfois est trop inconstante et un certain nombre d'hommes politiques le sont aussi. Donc il faut être constant et je pense que c'est sur des grands sujets uniquement et prévu par la Constitution et notamment pour lever un certain nombre de blocages. Si demain il y a des blocages, François Fillon veut par exemple sur les régimes de retraite aligner l'ensemble des régimes pour qu'il y ait une vraie justice, une vraie égalité. Le privé et le public. Ce qui avait été un problème en 1995. Ça fait partie, pas uniquement sur cette question, mais d'une palette de questions qui pourraient être... Et là, vous n'avez pas peur de mettre la France de gauche dans la rue durant l'été, suite à ce type d'ordonnance-là? François Fillon est celui qui a sauvé le régime de retraite par 2 fois, en 2003 et en 2010. 2003, il était directement ministre des Affaires sociales. 2010, il était Premier ministre. En 2003, je me souviens très très bien, d'ailleurs, ça nous a fait perdre des élections régionales à l'époque, en 2004. Eh bien, en 2003, il y a eu des millions de Français dans la rue pour protester. Voilà. La gauche, évidemment, elle n'a voté aucune de ces réformes. Marisol Touraine dit « Super, regardez, les choses s'améliorent ». Pourquoi, Madame la Ministre, les choses s'améliorent? Parce qu'il y a des gens qui ont fait le boulot, courageusement. Voilà. Et donc François Fillon, à ces moments-là, où il y avait effectivement des Français dans la rue, il n'a pas scié, il n'a pas vacillé. Pourquoi? Parce que quand on a un objectif d'intérêt général, coûte que coûte, on le fait. Surtout qu'aujourd'hui, et c'est d'ailleurs peut-être un intérêt de la primaire que les uns et les autres n'ont pas vu. On voit bien que pour qu'une réforme passe, on a bien vu ce qui s'était passé dans le quinquennat, les grandes réformes n'ont pas pu passer, il faut qu'elles soient préparées avant. Il faut, pour qu'elles soient légitimes, qu'elles soient dites, expliquées avant. Et les primaires poussent les candidats à mieux préparer leurs arguments, à mieux affûter leurs propositions et leurs projets. Alain Marron. En même temps, pour prolonger cette question, on a bien vu pour la loi El Khomri le manifestation monstre qu'il y a eu avec des débordements. Vous pensez qu'il est quand même encore possible de réformer en France? À quelques conditions. Je crois qu'il y a un guide de la réforme. Ce guide de la réforme, il est donné, comment dirais-je, de façon symétrique par rapport aux erreurs qu'a fait notamment François Hollande. Il faut expliquer les choses et bien préparer les réformes avant. On ne peut pas dire ça suffit. Au Bourget. Non, ça ne suffit pas. Non, on ne peut pas dire au Bourget une chose et vouloir faire l'inverse, parce que donc il a écartelé sa majorité. Donc il faut préparer avant, le dire, pour qu'il y ait l'onction du peuple, la légitimité, et on a une centaine de jours, ou disons 6 mois, pour faire ces réformes. Mais moi, je considère qu'au-delà de l'automne 2017, il faudra avoir fait les 10 grandes réformes. Et puis ensuite, pardonnez-moi l'expression, qui est une expression de Georges Pompidou, on arrêtera d'emmerder les Français. Bernard Gors-Lacroix. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même un peu un risque de dérive en disant, voilà, on présente avant même l'élection notre projet, dans le détail, et élection vaut donc du coup ratification du programme. Et donc on passe par-dessus le travail parlementaire. Est-ce que c'est quand même pas une dérive par rapport à ce qu'était la Constitution de la Ve République? Je suis... vous savez, la Constitution de la Ve République a prévu beaucoup d'instruments de coercition contre le Sénat et l'Assemblée nationale. On a appelé d'ailleurs un parlementarisme rationalisé. Les constitutionnalistes, comment dirais-je, ont trouvé ce qualificatif. Non, moi je pense que je suis parlementaire, je suis président d'un groupe parlementaire et je pense que pour relever mon pays, il faut aller très vite. Et là encore, je considère qu'une fois qu'aura lieu l'élection présidentielle, l'élection législative, qui n'est que la réplique sismique de l'élection présidentielle, normalement, voilà, eh bien, il y a un engagement. Cet engagement, il est collectif, alors on va au bout. Une toute dernière question avant la pause, Bruno Retailleau. La question de la fiscalité. Vous proposez l'augmentation de la TVA de 2 points. Oui. Est-ce que ça risque pas de faire du mal à beaucoup de monde, ça, Bruno Retailleau? Non, je vais bien expliquer les choses, parce que c'est facile de les comprendre. Tous les pays qui ont fait cela, les prix n'ont pas augmenté. Donc ceux qui disent c'est une augmentation d'impôt, non, parce que en même temps qu'on augmente, en même temps qu'on augmente de 2 points, on baisse les cotisations sociales. Donc pour les salariés, c'est positif et c'est un jeu à somme nulle. Première chose. Deuxième chose, la TVA sociale, c'est le moyen de faire contribuer les importations à la sécurité sociale. Aujourd'hui, les produits chinois, les produits allemands, les autres produits, finalement, ne cotisent pas. Voilà. Et du coup, ça désavantage le travail produit en France. Donc là, les importations, finalement, à travers cette TVA, pourront cotiser
et sauver la sécurité sociale, en même temps que les exportations françaises ne supportent pas de TVA. Donc on retrouvera de la compétitivité. Donc on fait une pierre deux coups finalement. Non, c'est quelque chose de vertueux. C'est pas pour rien que l'Europe du Nord, qui va beaucoup mieux que nous, a utilisé ce chemin, y compris l'Allemagne, avant nous. Pour copier et paraphraser Edgar Faure, disait un jour, la France est toujours en avance d'une révolution parce qu'elle est toujours en retard d'une réforme. Voilà, on est encore en retard de cette réforme. Il va falloir faire les deux peut-être. Très bien. J'espère que non, quand même. J'espère que ce sera Nous le allons moment de la marquer réforme. une nouvelle pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Nous avons encore beaucoup de questions à vous poser, notamment sur la situation internationale. Je rappelle que notre invité aujourd'hui est Bruno Retailleau, président du Conseil régional des Pays de Loire et soutien de François Fillon. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui, Bruno Retailleau, président du Conseil régional des Pays de la Loire et soutien de François Fillon à l'élection présidentielle, élection primaire, pardon, pour l'instant. Il est interrogé par Bernard Gors pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazneau pour RCF. C'est Romain Mazneau qui pose la première question. Quel est votre regard sur les premiers pas du président élu de Donald Trump, qui revient sur plusieurs promesses phares de sa campagne? Est-ce que c'est un pragmatique ou est-ce que c'est un homme imprévisible sans conviction réelle? Bruno Retailleau. Je ne suis pas comme ces hommes politiques qui se sont précipités pour porter un jugement, soit pour le récupérer, alors qu'ils avaient dit l'inverse avant, soit pour porter un jugement un peu hâtif. Laissons-le agir. Voilà, laissons-le agir. On va bien voir simplement. Vous n'êtes pas inquiet? Non, simplement, il n'est pas du tout certain de l'on comparer, par exemple, à Marine Le Pen chez nous. Non, il a pris, lui, c'est une stratégie, il est venu de l'intérieur. On peut, d'ailleurs, c'est un petit peu la coulée qu'a commencé Pat Buchanan à l'époque, qui avait conseillé d'abord Nixon, ensuite Donald Reagan, et on retrouve un certain nombre de touches avec une personnalité un peu plus brutale, démagogique, mégalomane, certes, mais c'est le Parti conservateur. Il ne vient pas, si vous voulez... il a un peu violé le Parti conservateur. Oui, il l'a violé, mais c'est un candidat de l'intérieur. Et on revient finalement au Parti conservateur tel qu'il était il y a quelques années, par exemple dans le sud des États-Unis. Il a une ligne politique claire? Non, pour l'instant, c'est pour ça a-t-il que une expérience? la clarté, pour l'instant, il semble pour l'instant m'a échappé, mais il a été élu. D'abord, il faut respecter le verdict des urnes, et ensuite, attendons de connaître ses premières décisions. Simplement, on l'a bien vu aussi pour le Brexit, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu une débandade en Angleterre, beaucoup. Après le Brexit. Après le Brexit. Oui, par les promoteurs même du Brexit. Ils ont refusé un certain nombre de responsabilités, on l'a bien vu. Là, on voit que les premières décisions sont inspirées plus par le pragmatisme que par l'idéologie. Bon, c'est pas plus mal. Bernard Gors, La Croix. La victoire de Trump, aussi le Brexit, la montée des populismes en Europe. Est-ce que ce n'est pas tout de même le retour de la nation, le retour de la frontière contre la mondialisation libérale? Bruno Retailleau. Oui, je pense, moi, et c'est souvent, et c'est pour ça aussi que je suis derrière François Fillon, moi je pense que cette angoisse-là, qui est une angoisse occidentale, qui est aussi une angoisse plutôt française, elle est à la fois la peur du déclassement économique chez nous, moins aux États-Unis, mais un peu quand même. Le taux de chômage est quand même moitié moins, enfin 2 fois moins que le nôtre. Donc il y a la peur du chômage, le déclassement économique, mais en même temps la dépossession identitaire. Et vous avez raison, je pense qu'aujourd'hui, on est allé tellement loin dans cette idée d'un village global, où les nations ne seraient plus que des terrains vagues, des carrefours de ce village global. On a fait éclater tous les cadres anthropologiques, les cadres historiques. On a besoin d'enracinement. Et moi, je pense que cette double angoisse, c'est le déclassement économique et la dépossession identitaire, c'est le grand enjeu pour demain, en France et aussi en Occident. Mais vous avez parfaitement raison, on a besoin d'un enracinement. Donc, et c'est ça qu'on peut caractériser la droite et la gauche, si on voulait être très schématique, où la gauche est partie sur une émancipation radicale. Bon, la droite est trop timide, mais je pense que la pensée de droite doit se réinscrire dans des ancrages, dans des enracinements. Parmi l'enracinement, il y a l'enracinement dans une communauté nationale,
avec une histoire, avec une géographie. Mais Et vous- une géographie, c'est nécessairement des frontières. Pas de frontières, pas de communauté Mais politique. vous n'êtes pas protectionniste. Non, non, parce que mais je suis pour la réciprocité. Je suis pas BA, si vous voulez. Je veux dire que quand quelqu'un ferme son pays, je vois pas pourquoi on ouvrirait le nôtre. Vous voyez ce Mais que si je veux tout le dire monde ferme On a- son pays, Non, qu'est-ce qu'on bien fait sûr. Non, mais d'accord. Mais il y a Mhm. un rapport de force dans le monde. D'autant plus qu'on voit bien que on a bien sûr M. Trump, on a M. Poutine, on a M. Erdogan, on a Xi Jinping à Pékin. bien sûr à Pékin. Et d'autres. Donc on est vraiment, on n'est pas dans un monde de bisounours aujourd'hui, moins qu'hier. C'est la fin de l'histoire. Finkielkraut l'avait dit après les attentats. On a cru après l'écroulement du mur de Berlin que ce serait l'avènement d'une démocratie universelle sous les auspices d'un marché mondial, d'un marché globalisé. Eh bien non, le tragique est revenu dans l'histoire sous sa forme la plus brutale, avec la barbarie islamique. Et cette espèce de tragique, on veut aussi l'enlever dans l'histoire des hommes. Le transhumanisme, c'est ça. Le fait d'enlever cette idée de la mort. Bien sûr, moi je suis pour les progrès techniques. Je veux dire que la mort nous pose une interrogation et nous fait peur, évidemment. Mais ce tragique-là, il est consubstantiel aux existences humaines. Et le rôle de la politique est de gérer en même temps au niveau national. Donc c'est vraiment la fin d'une époque et il faut revenir au réel. Le réel nous ramène à la nation, nous ramène au territoire, nous ramène aux frontières qu'il faut gérer face aux vagues migratoires, face en même temps à la mondialisation économique. Si demain on veut encore avoir des emplois et on veut être une communauté Donc, encore nationale. beaucoup de questions à vous poser. Soulé. Bruno Retailleau, Alain Baron, à Notre-Dame. Oui, M. Fillon a été un des rares de ces candidats à la primaire à aller en Orient, au mois de juin, je crois, ou au mois de mai, Il est allé à plusieurs reprises. à plusieurs reprises. Absolument. Est-ce que la France fait assez? La France a une responsabilité envers les chrétiens d'Orient. Est-ce qu'elle fait assez et qu'est-ce qu'elle pourrait faire de plus? Bruno La Retailleau. France a une responsabilité historique qui date de Saint-Louis d'ailleurs, mais qui a été renouvelée sous tous les régimes, par tous les gouvernements de droite et de gauche. Parce que les chrétiens d'Orient, en réalité, en les protégeant, on protège la pluralité. C'est un peu comme les abeilles. Ils sont les signes, si j'ose dire, d'une liberté de conscience. Quand ces communautés sont attaquées, ça signifie que le pays va mal d'un point de vue de la démocratie. Je pense, moi, et je l'ai vu en Irak, j'étais le premier parlementaire en 2014 à Mirande, et j'ai lu, c'était juste après la prise de Karakoche, et j'ai lu dans le regard des réfugiés, vous savez, ils n'auraient jamais su situé sur une map monde la France. Mais quand mon interprète disait que j'étais français, je vous assure, j'ai vu briller la lueur de l'espérance dans leur regard. Malheureusement, cette espérance, je ne la vois pas beaucoup aujourd'hui, parfois dans le regard de certains Français. Ils espèrent dans la France. Et malheureusement, la France a failli. Parce qu'on s'est aligné sur la politique américaine, au moment d'ailleurs où cette politique américaine voulait se tourner vers le Pacifique et se désintéressait du Moyen-Orient. On a été jusqu'à dire qu'il valait mieux finalement, notre ennemi numéro 1, c'était Bachar el-Assad. Non, l'ennemi numéro Il faut 1, lui c'est pas parler. Bachar. Non mais Bachar, j'ai rien pour Oui. Bachar, moi. C'est vraiment pas mon modèle. Simplement, c'est pas Bachar qui vient poser les bombes et qui vient massacrer au Bataclan des Français ou des touristes, etc. C'est l'État islamique. Donc il y a un principe en politique ou en diplomatie, c'est la protection des intérêts nationaux. La France et la diplomatie française a failli de ce point de vue-là. Là encore, il faut retrouver une politique d'équilibre qui nous a permis toujours d'avoir une politique d'ailleurs arabe aussi avec le général de Gaulle, parce qu'on n'était aligné ni vis-à-vis de la Russie, ni vis-à-vis des États-Unis. Et ça nous permet de parler à tout le monde, et ça nous permet de créer justement des équilibres qui sont instables. Mais c'est le rôle de la France dans le monde. On a un des plus beaux réseaux diplomatiques encore. On a ce savoir-faire. Simplement, il faut une volonté politique et il faut retrouver le sens justement de notre histoire pour retrouver en même temps le sens de la projection vers l'avenir. Bernard Gors, Radio Notre-Dame. Oui, oui. Vous allez déposer, je crois, une proposition de résolution pour condamner le génocide commis par Daesh. À quoi sert une résolution de ce type-là? Bruno Retailleau. C'est important. Nommer les choses, c'est important. Mal nommer les choses, disait quelqu'un, c'est ajouter au malheur du monde. Mais absolument. Et là, je considère qu'on a deux batailles qui sont décisives. La bataille de Mossoul en Irak, la bataille de Raqqa. C'est là que l'hydre de l'État islamique se loge. Et du coup, certains seront neutralisés, donc tués.
au combat, d'autres seront capturés. Le moment est venu de dire, dans le droit international, ce qui s'est passé là-bas. Ce qui s'est passé là-bas, parce que je considère que le totalitarisme islamique, François Fillon a écrit un livre là-dessus, c'est le 3e totalitarisme après le fascisme et le communisme. Eh bien, ce qui s'est passé là-bas vis-à-vis des chrétiens, des yézidis, c'est un crime de masse, un crime contre l'humanité et en même temps sans doute un génocide. Eh bien, c'est important pour pouvoir demain saisir la justice internationale et pouvoir juger. Pour nommer les choses. Et pour nommer les choses, mais pour aller au-delà, puisque ça peut aller sur des sanctions extrêmement fortes, mais c'est important pour l'avenir en même temps, parce qu'aucune barbarie ne peut se sentir à l'abri du bras de la justice. Voilà. Romain Masneau, RCF. Vous parliez tout à l'heure de retour aux frontières, à la nation. Pourtant, François Fillon soutient l'idée d'un gouvernement économique européen, de défense commune européenne. Alors, qu'est-ce que l'ancien proche de Philippe de Villiers que vous êtes pense de ces propositions? Non, Faut-il aller jusque-là, Bruno Retailleau ? François Fillon est sans illusion, et je pense qu'il est habité par cette idée que la défense est d'abord une défense nationale. Voilà. Simplement, aujourd'hui, on voit bien, et plus encore avec le Brexit, il va falloir retrouver d'ailleurs une relation avec les Anglais, parce que les deux seules armées, c'est d'abord l'armée française et l'armée anglaise. Il n'y a pas d'autre, c'est pas l'armée allemande ou slovaque qui va faire quoi que ce soit. Bon. Donc François Fillon considère que le fardeau que la France porte pour la protection des intérêts européens doit être sur le plan budgétaire un peu quand même partagé par les autres. C'est quand même un peu normal, d'une part. Ensuite, sur l'euro, on prend l'histoire là où elle est. Moi, j'ai voté contre l'euro, mais je ne suis pas aujourd'hui pour que la France quitte l'euro. Pourquoi ? Parce qu'on serait le pays le plus en difficulté pour qu'on puisse franchir cette ligne-là, puisqu'on a un endettement très très fort. Ce serait une catastrophe, bien sûr, et pour les petites gens. Et pas pour les importants, mais en tout cas pour ceux qui sont les plus fragiles. Donc François dit il faut plus d'harmonisation, il faut qu'on puisse en même temps faire face à ce qui se passe au niveau du monde. Qu'est-ce qui se passe au niveau du monde ? Il y a des grandes zones qui s'organisent. D'ailleurs, le commerce mondial est en train de se rétracter. Il se reconcentre dans des grandes zones, la zone asiatique, la zone américaine, etc., la zone océanique. Et il faut que, justement, l'Europe, on puisse, nous, retrouver le sens d'une vraie Europe. Qu'est-ce que l'Europe ? Donc vous êtes européen ? Oui, mais pas de n'importe quelle façon. Moi, je veux que l'Europe ne soit pas seulement une monnaie unique, je veux que l'Europe défende une civilisation. Je veux que l'Europe assume son histoire. Ça ne doit pas être le territoire du vide, je le disais tout à l'heure. C'est loin d'être le cas pour l'instant. Voilà, exactement. Je veux que l'Europe soit une géographie, avec des frontières défendues, Schengen, un vrai Schengen, sans la Turquie, qui n'est, je le rappelle, pas un territoire européen, qui est pour 95% un territoire asiatique. Et je veux un principe, c'est-à-dire que ce sont les États et les peuples, et non pas des gens nommés qui dirigent. Enfin, pas question qu'on s'encombre avec les chasses d'eau, avec le nombre de mètres carrés pour les cages à poules. Je veux une Europe de la preuve, de l'essentiel. Voilà. Une dernière question rapide pour une réponse rapide. Bernard Gors, la croix. Vous allez essayer, ça va être difficile, mais Allez, que pensez-vous du texte des évêques sur la politique et notamment de leur plaidoyer pour la reconnaissance de la France d'un pays multiculturel dans lequel nous vivons ? Voilà. Je pense, moi je l'ai lu et c'est une Bruno lettre Retailleau. de bonne facture et je pense qu'ils ont eu raison parce que le principe de laïcité, c'est pas de laïciser la société, c'est que l'État, les services publics soient neutres, mais il ne s'agit pas de laïciser la société. Donc je pense qu'ils ont des choses à dire. Et moi je pense que les religions sont des ressources de plus en plus importantes, puisque le problème aujourd'hui des peuples, c'est souvent un problème existentiel. Mais sur la Ils ont un réservoir de la multiculturalité, c'était ça la question. je suis opposé. Vous êtes opposé à ce concept-là. Je suis opposé à ce concept. Je pense que c'est un concept qui prolonge l'individualisme. Pour moi, si vous voulez, cet individualisme qui est en train de saper le corps national, parce qu'il découpe en monade, en individu, un être collectif, au détriment justement du citoyen. Et je pense que le multiculturalisme, ça n'est que la projection sur un groupe, voilà. Et le multiculturalisme conduira à une société multiconflictuelle. Il faut retrouver un esprit qui soit un esprit d'une communauté nationale. Et je pense que la République française n'a jamais demandé aux uns et aux autres d'oublier ce que nous sommes, nos racines. Moi, je suis profondément vendéen.
mais je suis français. La laïcité française demande simplement que dans l'espace public, eh bien, la loi de la République prévale, si j'ose dire, sur le reste. Donc ce concept de société multiculturelle est une erreur moderne, mais je pense qu'ils en ont parlé dans un autre sens, plus spirituel, et donc il y a d'un côté Vous le aurez l'occasion de temporel poursuivre le débat avec et le eux, spirituel. Je j'imagine. ne demanderai pas mieux, Très bien. mais par ailleurs, ce texte L'invitation est est de bonne lancée. facture. Parfait. Merci beaucoup à vous, Bruno Retailleau. Je rappelle que vous êtes président du Conseil régional des Pays de la Loire, et que vous soutenez François Fillon. La semaine prochaine, nous serons entre les deux tours de la primaire de la droite. Notre invité sera Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste. Merci à vous tous de votre fidélité. À la semaine prochaine.